Bonjour, j'espère que les deux séances, les deux cas précédents ont été stimulants pour vous et informatifs. Et nous accueillons notre troisième étude de cas. Il s'agit de l'Alliance française co-création, mutualisation et circulation de contenu au sein d'entités en réseau. Et nous avons sur scène Brice Gaillard, directeur général d'Apolearn, et Laurent Elisio-Bordier, qui est diplômé de lettres et qui travaille depuis 2019 à l'équipe de l'Alliance française de Normandie. Donc, nous les accueillons. Et juste pour vous rappeler, nous avons WooClap, donc W2OCLAP, c'est sur le flipchart. Et le code, c'est LT Berlin. Et vous verrez que vous avez déjà la possibilité de poser des questions directement et de manière anonyme à Brice et Laurent. À vous. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Brice Gaillard, le directeur général et cofondateur d'Apolearn. Laurent, je suis le directeur général de l'Alliance française de Normandie. Donc, pour commencer, ce qu'on vous propose, c'est de nous présenter chacun, vous en sachiez un peu plus sur nous. Donc, moi, je dirige Apolearn. Apolearn, c'est une plateforme LMS. Notre métier, c'est d'aider les acteurs de la formation à développer leur offre de formation digitale. Et pour ça, on propose une plateforme de LMS qui réunit tous les outils dont vous avez besoin pour digitaliser tout ou partie, qui s'adapte à différents types de modalités pédagogiques. On en verra certaines, enfin la majorité d'ailleurs, avec l'Alliance française. Donc, pour une utilisation au complément du présentiel, pour des formations hybrides ou 100% à distance. Et puis à côté de ça, on propose de l'accompagnement, c'est quelque chose d'hyper important, des équipes, des formateurs, pour les aider à monter en compétences sur les sujets liés au digital learning. Aujourd'hui, on a plus de 2 millions d'apprenants qui ont été formés par nos clients sur Apolearn. On a la chance d'avoir des clients dans plus de 50 pays dans le monde. Et on s'adresse principalement à des organismes de formation, des établissements du supérieur, de toute taille, dans tous les pays. Et ce qui fait notre particularité, c'est d'avoir conçu une plateforme qui soit vraiment simple à prendre en main pour les formateurs, pour les inciter à créer des contenus, à animer leur formation et puis à monter en compétences sur les sujets du digital learning et puis l'ergonomie pour un accès rapide et facile pour les apprenants. Puis je vais laisser la parole à Laurent nous en dire un peu plus sur l'Alliance française et sur leurs problématiques de digitalisation. Alors le réseau, oui, je ne sais pas si effectivement les gens connaissent le réseau des Alliances françaises ici. Ce sont des centres culturels et d'éducation. Il y en a un peu plus de 800 dans le monde. Les missions principales, c'est l'enseignement, la promotion de la langue française et des cultures francophones. Voilà, ça représente, je pense que l'année de référence, là, c'est l'année dernière, c'est ça ? Oui, c'est l'année dernière. Ouais. 22 millions d'heures de cours de français, d'enseignement-apprentissage du français, dans l'ensemble des centres sur le monde entier. Et puis, voilà, 400 000 apprenants, juste en sortie de Covid. En 2019, je crois qu'on était un peu plus d'un demi-million d'apprenants dans le monde, toutes nationalités confondues. Voilà, il y a à peu près 25 000 collaborateurs dans le réseau, dont 8 000 enseignants, donc qui enseignent le français général et le français sur objectif spécifique, toutes les formes de français dans le monde. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la démarche du réseau Alliance française dans la digitalisation ? Quelles ont été les étapes ? Comment ça s'est passé ? Alors, il y a eu des réflexions très tôt, en fait, sur la transition numérique au sein du réseau des Alliances françaises, avec la difficulté d'avoir quand même des contextes très différents dans les alliances, en termes d'équipement, en termes de compétences des enseignants. Donc il a été décidé dès 2014, je crois, c'est ça, de travailler avec Apolearn pour essayer de travailler sur une formule de cours qu'on a appelée le présentiel amélioré, c'est-à-dire d'enrichir l'offre de cours en présentiel en permettant aux enseignants et aux élèves de s'appuyer sur un LMS pour pouvoir mettre en place un continuum pédagogique, se connecter en amont du temps de cours ou en aval, retrouver des contenus,
discuter avec ses collègues de classe ou avec ses formateurs. Ça avait aussi l'intérêt, on va le voir sans doute par la suite, de faire monter tous les profs en compétences et de mettre des contenus, de partager des contenus sur une même plateforme plutôt que chaque prof faisait sa cuisine. On était déjà très impliqués dans les TIS dans le réseau des alliances, mais certains utilisaient Google, les outils Google, chacun avait un peu sa propre cuisine. Là, on a essayé d'intégrer un outil unique. Et évidemment, pendant le Covid, ça a permis de dématérialiser tout de suite. C'est-à-dire qu'on était déjà sur, je ne sais plus combien d'alliances, il y avait une soixantaine. Avant Covid, il y avait 60 établissements qui étaient équipés. Ça montait progressivement parce que chaque établissement est indépendant, donc avec ses propres décisions de est-ce qu'on se met ou pas au digital, son propre manière, sa propre stratégie de digitalisation. Oui. C'est vrai que le Covid est venu changer un peu les règles. Il y a eu une montée en puissance avec des alliances pilotes. On est passé de 5 à 10. Il faut que j'accélère déjà. Et puis évidemment, premier confinement, tout a basculé. La plupart des alliances françaises dans le monde ont dû, pendant un temps en tout cas, fermer leurs portes. Et le fait qu'on soit en phase d'intégration et en transition sur cet outil pour l'intégrer au présentiel, encore une fois, le but n'était pas de vendre du cours en ligne et de proposer du cours en ligne. On a pu en tout cas dématérialiser et s'appuyer sur le LMS et garder une activité de cours même pendant la pandémie qui a été vécue, là encore, dans différents pays très différemment. Certaines alliances rouvrent seulement maintenant, après 2 ans de fermeture, ce qui n'a pas été le cas forcément en France. Et puis on voit que post-Covid... post-Covid, évidemment, on en garde des choses, bien sûr. Puisqu'il y a des formules de cours qui ont été mises en place pendant la période Covid et qui finalement ont intégré les catalogues de cours et de formation de beaucoup d'alliances françaises dans le monde. Je pense notamment évidemment au parcours hybride, mais aussi à la comodalité. On a pu, grâce au LMS aujourd'hui en post-Covid, permettre une certaine, beaucoup plus même de flexibilité dans l'appropriation de son parcours d'enseignement-apprentissage. Un élève aujourd'hui peut retrouver, je ne suis pas venu en cours, je n'ai pas pu, il y a eu des grèves, je retrouve mes contenus sur la plateforme, etc. Et donc, avant de vous expliquer comment on a réussi finalement de passer de 60 établissements équipés avant le Covid à 400 en quelques semaines qui sont digitalisés, on voulait vous faire un récap des enjeux, des problématiques qui se posaient au départ. Donc, il y avait vraiment cette ambition de pouvoir mettre en place différents types de modalités pédagogiques, présentiel enrichi, hybride, 100% à distance. Une des problématiques qui était aussi, c'était de centraliser les ressources. Le réseau des alliances travaille avec beaucoup d'éditeurs de français langue étrangère qui ont tous leur plateforme, mais du coup, ça complexifie les choses parce que les apprenants doivent se connecter sur tout un tas d'environnements pour accéder au contenu. Donc, il y avait cette ambition dès le départ aussi de centraliser tout au même endroit, déjà les contenus proposés par les éditeurs, de faire monter aussi en compétences les équipes pour aller vers de la co-création, de la création de contenu interne. Et puis, il y a ce besoin, comme chaque alliance est indépendante, dans des contextes locaux, régionaux très différents, de pouvoir aussi adapter les parcours, la manière de faire selon les publics qu'ils avaient devant eux. Oui, ça c'est important. C'est vrai qu'on est vraiment dans un fonctionnement très horizontal. Même s'il y a une fondation des alliances françaises, les outils ne sont pas imposés, ni les découpages, les façons de faire. Et l'outil permet ça, c'est-à-dire on ne va pas utiliser le LMS à l'Alliance française de Manille comme on va l'utiliser en Normandie ou en Inde. Les découpages sont différents, les contenus éditeurs sont différents. Voilà, on travaille tous sur la même plateforme, on a la même banque de ressources, mais on peut s'adapter au contexte local et composer en fonction du terrain. Ça, c'est très intéressant et même fondamental pour nous. Et donc, le premier enjeu auquel on a essayé de répondre dès le lancement du projet de la collaboration, c'est comment on réunit tous les éditeurs
autour d'un partenariat pour unifier l'accès à leur contenu sur la plateforme et faire en sorte que ce soit facile pour les apprenants d'accéder aux différents contenus proposés par les éditeurs, que les alliances puissent se réapproprier les contenus, qu'ils y aient accès de manière granulaire pour adapter les parcours selon leur public, selon leur progression qui va être différente d'une alliance à une autre. Et donc voilà, on a vraiment fait un gros travail avec ces maisons d'édition où on a plus de 30 000 contenus granulaires qui sont réutilisables pour créer des parcours au sein des alliances et pour finalement aider les alliances qui commencent à se digitaliser, à se lancer sans forcément avoir besoin de créer tout de suite du contenu. La deuxième étape, c'est OK, on a réussi à lancer nos premières offres, on a du contenu qui sont fournis par les éditeurs, on a nos formateurs qui se servent des outils de collaboration, d'échange pour animer leur formation. Maintenant, comment on fait en sorte que nos formateurs, enfin les formateurs de l'Alliance, créent leur propre contenu. Et donc pour ça, on a mis en place un outil auteur simple, intuitif, qui permet, avec une formation juste de quelques heures, de pouvoir s'approprier les outils et commencer à créer des contenus. Des outils de scénarisation de parcours qui permet d'intégrer à la fois des contenus proposés par les éditeurs avec des contenus maison, qui permet du coup vraiment de personnaliser, d'adapter l'offre de formation au public spécifique des alliances. Et on voit à travers ça qu'il y a, ça a commencé déjà dans chaque alliance, des équipes de formateurs un peu plus tech qui ont commencé à se mettre sur le sujet, à créer des parcours, des gabarits de formation qui ont ensuite été partagés à l'ensemble des formateurs pour qu'ils l'utilisent avec leurs apprenants. Donc, au sein d'un établissement, mais aussi comment on fait pour que ces parcours, ce travail de création soit mutualisable au sein du réseau et profite à l'ensemble des établissements. Ça, je peux me permettre, c'est vraiment important. Ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure. Voilà, un gros réseau, mais chacune indépendante et qui doit répondre à des demandes, à des besoins d'un contexte spécifique. Vous avez d'un côté effectivement les ressources français langue étrangère en numérique qui sont mises à disposition par les éditeurs, très faciles à utiliser, elles sont granulaires comme tu le disais, donc je peux composer mon parcours et répondre à la demande de mes apprenants avec ça, mais il y a aussi des équipes qui font de l'ingénierie de l'information, du français langue étrangère et qui vont composer eux-mêmes à partir des outils créateurs d'AppleLearn et qui du coup, voilà, on arrive sur des parcours où à la fois on va s'appuyer sur les outils proposés par l'éditeur ou des outils qui ont été créés par les équipes en fonction également des besoins. Et ça marche très très bien aussi. Donc avec plusieurs rôles finalement, dans chaque alliance, des concepteurs pédagogiques qui vont créer les scénarios, enfin les parcours pédagogiques, les contenus. Les formateurs qui, eux, vont vraiment utiliser ces contenus pour animer leur formation à distance avec les outils de communication. Et tout l'intérêt d'un réseau aussi, c'est ensuite de pouvoir la circulation. Démultiplier l'avantage du partage avec, on a vu beaucoup de projets de collaboration entre établissements qui se sont mis en place. Bon, tu pourras donner quelques exemples. Une réussite sur un terrain particulier en termes de conception à partir des outils créateurs. Voilà, quelque chose qui a été fabriqué à l'Alliance française de Delhi peut facilement être balancé sur la plateforme de Normandie ou de Paris, là, tu évoquais tout à l'heure. Donc on peut mutualiser comme ça les parcours qui ont été conçus par les ingénieurs pédagogiques sur la plateforme à partir des outils de conception AppleLearn. Et on voit, c'est pas mal du tout. Et commercialisé en plus. Puisque c'est on voit ça aussi, ça répond à une problématique qui est que dans certains pays, il va y avoir une grosse alliance qui est dans la capitale, qui a beaucoup d'équipes, qui va pouvoir mettre des gens qui vont concevoir les parcours, les modules. Mais par contre, dans les autres villes du même pays, c'est des alliances plus petites, il y a moins d'apprenants, moins de moyens. Et donc, c'est aussi l'idée de permettre cette collaboration pour que les plus petites alliances puissent bénéficier du travail fait par les grosses pour avoir du contenu de qualité, pour avoir aussi
des formations, Oui, il y a de un l'accompagnement. exemple très concret, si tu me permets, c'est les parcours sur des niveaux débutants qui ont été mis en place par les grosses alliances indiennes, parce que même au sein d'un même pays, surtout au sein d'un même pays, vous pouvez avoir une hétérogénéité de taille, de structure, et donc ils mettent en place des parcours en apprentissage. Parce qu'ils ont de grosses équipes à Delhi et à Bombay, à l'ensemble du réseau, il y a une quinzaine d'alliances en Inde. Donc, du coup, elles peuvent être ensuite utilisées dans des alliances beaucoup plus modestes, qui n'ont que 2-3 enseignants, pas le temps ni les moyens de concevoir des parcours. Elles vont avoir ces parcours mis à disposition par des alliances un peu locomotives. Et donc voilà, pour terminer sur ça, c'est vrai que si finalement on a réussi pendant le Covid à embarquer 400 établissements en quelques semaines, c'est vraiment grâce à la fois à la montée en compétences qu'il y avait pu avoir dans certaines alliances qui ont permis aussi de faire de la formation, des webinaires, du retour d'expérience auprès des autres alliances, mais c'est aussi le fait d'avoir eu tout de suite accès à des ressources fournies par les éditeurs, à des parcours qui avaient été créés par d'autres alliances, et du coup de plus avoir finalement que se concentrer sur la partie animation, classe virtuelle, suivi de la progression des apprenants, et pas sur cette partie un peu complexe, un peu longue de production de contenu. Je ne sais pas si tu veux... Ouais, je vais peut-être décrire un petit peu les exemples, là, parce qu'ils sont intéressants. Hein. Voilà, un réseau très hétérogène, mais en même temps des pratiques et des standards qui sont dans la charte des alliances. Donc, le test de positionnement à l'arrivée, ça c'est par exemple un outil qui peut facilement être mutualisé dans l'ensemble des alliances, conçu là où il y a des équipes et ensuite mutualisé sur le réseau monde. Cours hybride, là je viens de vous en parler, on avait mis ça en place en Inde, tu m'as dit que c'était commercialisé là depuis peu maintenant. Évidemment des alliances aussi sont plus sur le professionnel, on peut mettre en place des modules, des parcours de français professionnels qui peuvent être mis à disposition d'autres continents, d'autres pays. La préparation aux certifications, ça c'est vraiment de l'ingénierie qui est finalement assez accessible à partir des outils créateurs et facilement mutualisable dans l'ensemble du réseau, puisque tout le réseau fait passer les DELF, les DALF, les TCF, etc. Donc on voit bien la possibilité, la fluidité finalement de ces produits conçus sur la plateforme sur l'ensemble du réseau. Avant de vous parler un peu du bilan de cette expérience avec les alliances, c'est Laurent qui le fera, et que vous puissiez vous poser vos questions, je voulais vous parler un peu, nous, des sujets sur lesquels on est en train de travailler. On travaille beaucoup en co-conception aussi, co-construction de la plateforme avec nos clients. Et donc, il y a plusieurs sujets qui nous occupent cette année et qui ont pour objectif de faciliter la création, la diffusion de contenu. Le premier, c'est tout ce qui va être parcours d'apprentissage adaptatif. Aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup de contenus qui sont fournis par les éditeurs, qui ont été créés par les alliances. Et donc, c'est comment on fait pour créer des parcours qui vont s'adapter au profil de l'apprenant. L'adaptatif, c'est aussi pouvoir faire des tests, des évaluations adaptatives pour, par exemple, des tests de positionnement qui vont permettre de mieux qualifier les apprenants en proposant des questions plus dures, plus rapidement aux personnes qui ont un niveau de français supérieur. Des outils aussi d'analyse statistique, de recommandations contextuelles pour aider les créateurs de contenu à améliorer leur contenu. Aujourd'hui, finalement, la plateforme accumule beaucoup de données, de progression, de complétion, de résultats, de niveau de compréhension des contenus. Et donc là, on est en train de faire remonter ces statistiques dans notre outil de création de contenu pour suggérer aux auteurs, aux créateurs de contenu d'améliorer leur contenu sur certaines parties de leur module. Des outils d'aide à la conception par IA. Donc, chez Apoleur, nous, on a aussi un objectif, c'est de faire gagner du temps aux formateurs. Et donc, l'IA offre des possibilités hyper intéressantes d'aide à la génération d'évaluation, à la génération de contenu. Donc, bien sûr, c'est une assistance. L'objectif, c'est pas de remplacer l'expertise, l'enseignement. Et puis, il y a aussi un sujet qui est hyper important, c'est tous les sujets d'accessibilité. Nous, là, on est en train de faire un gros travail d'accessibilité sur notre plateforme, mais on est aussi en train d'intégrer dans notre outil de création de contenu des recommandations, de l'aide pour permettre à nos clients de créer tout de suite
des contenus qui soient accessibles pour les personnes en situation de handicap. De la même manière que notre outil permet de créer des contenus qui sont tout de suite responsives, l'idée, c'est vraiment de faciliter toujours ce travail par nos clients. Et puis, je vais laisser Laurent conclure sur le bilan de ces années. Oui, c'est un outil maintenant qui est plutôt bien installé dans les alliances. Une soixantaine avant le Covid, et évidemment une grosse bascule avec la pandémie. Je pense que ça se comprend assez facilement. Donc ça a accéléré la transition numérique, mais comme partout, pas simplement dans l'éducation, la formation. Une grosse montée en compétences des équipes, ou en tout cas saisie de compétences. Moi, j'aime bien dire que finalement, les compétences, encore une fois, le réseau des alliances, elles étaient déjà, elles baignaient dans les tisses depuis pas mal d'années. Donc, mais on a, vraiment, on s'est saisi de ces compétences pour intégrer un outil commun et le mettre à nos standards. Alors, il y a aujourd'hui une offre pérenne, effectivement, en termes de présentiel amélioré, mais aussi, on en parlait, comodalité, 100% à distance, etc. Donc voilà, c'est devenu un outil pour certaines alliances qui est absolument nécessaire parce qu'on a un catalogue de cours qui s'est enrichi grâce à ces possibilités. Alors oui, 20% de croissance par an, c'est l'exemple de certaines alliances françaises. Je pense par exemple aux Philippines, à Manille. Si je peux évoquer rapidement, c'est une alliance, vous voyez un peu la géographie des Philippines, c'est délicat finalement, l'alliance française de Manille, et puis il n'y en a pas un peu partout ailleurs dans le pays. On a du mal finalement à toucher l'ensemble des étudiants sur la zone. Eh bien, en intégrant et en permettant la comodalité, l'hybride, etc., c'est une alliance qui finalement, à cause de la pandémie, a pu progresser en termes d'inscription, puisqu'elle a intégré l'outil et proposé de s'inscrire à distance, en comodal. Et donc, on n'est plus obligé d'être à Manille pour s'inscrire à l'Alliance française de Manille. C'est le cas ailleurs dans le monde. Et puis, évidemment, un développement de la coopération dans le réseau. Avant, on pouvait être assez isolé avec son équipe pédagogique quand on était en Amérique latine ou quand on était en Europe. Aujourd'hui, à la fois les coordinateurs des cours, les ingénieurs pédagogiques, mais les enseignants également peuvent collaborer avec leurs collègues d'une autre alliance dans le réseau qu'ils n'auraient pas forcément été amenés à connaître sans l'outil. Donc ça, je pense que c'est à mettre au bilan. Ouais. Donc plutôt on est plutôt ravis, nous, du bilan. Je pense qu'on aurait du mal à revenir en arrière, même, une fois qu'on s'est équipé et qu'on s'appuie aujourd'hui dans notre catalogue de formation sur cet outil. Et puis, ce que j'ai pu constater, moi, c'est que finalement, le Covid, ça a permis à beaucoup d'alliances qui étaient assez traditionnelles dans l'approche, parce que c'est aussi un lieu culturel, très physique, de se rendre compte de l'intérêt du digital, et surtout beaucoup sont dans des grosses agglomérations, des grosses métropoles, avec des publics qu'ils avaient du mal à toucher. Et c'est vrai que maintenant, la possibilité de pouvoir offrir une offre de cours plus flexible qui peut être suivie de chez soi, ça a attiré des publics qui ne touchaient pas avant, des professionnels, des gens loin de l'établissement. Oui, d'autres publics également. Ouais. Moi j'étais à la direction de Bombay pendant quelques années, et c'est une ville où c'est très difficile de circuler. Les élèves font parfois 2-3 heures de trajet pour 2 heures de cours, donc ça va entre guillemets quand on est étudiant, mais pour un professionnel c'est délicat. L'intégration de l'outil nous a permis effectivement de développer vraiment l'activité sur l'entreprise, donc sur les contrats avec les entreprises. Et ça c'est plutôt pas mal en termes de progression. Ça permet une flexibilité. Puis même, je parlais de ce continuum pédagogique, de casser un peu le format du cours, et justement, si on a beaucoup de transport, être capable de se connecter avant sur son cours de langue, et puis de revenir derrière dans le train, etc. Oui, c'est clair que les cours ont changé depuis l'intégration du LMS, et pour le mieux.
Merci Brice et Laurent. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Merci beaucoup Alexandre de l'UIMM. Ce serait peut-être des questions un peu plus pour l'Alliance française et pour la conduite du changement de ce réseau. La première, c'est est-ce que vous avez plutôt promu des parcours clés en main fait éventuellement avec AppleLearn et le formateur, il y a un point d'entrée, un point de sortie. Vous avez aussi parlé de granularité, c'est-à-dire plus de segmentation de contenu. Où est-ce que vous avez mis le curseur? Parce qu'il y a des avantages et des inconvénients aux deux, en fait. Oui, c'est une très très bonne question. Alors, au départ, on a simplement intégré ce qu'on a appelé le présentiel amélioré. C'est-à-dire de permettre une connectivité 24/24 qui vient en complément du présentiel. Donc il ne s'agissait pas du tout, finalement, de proposer des cours en ligne. Et ce présentiel amélioré, il a été dans les réseaux imposé, oui et non. Disons que c'est là où on a travaillé avec les éditeurs. Le réseau utilise tel ou tel manuel d'un éditeur FLE. Eh bien, on va mettre les modules de ce manuel sur la plateforme pour créer une homogénéité. Et donc, on disait à l'élève, ben voilà, en plus de votre cours en présentiel, vous allez pouvoir vous connecter, chatter, poser des questions à vos enseignants et retrouver les contenus de votre manuel. Donc, tout est parti de là. Donc ça a été, oui, imposé. D'ailleurs, la granularité, elle n'était pas forcément disponible avec les éditeurs au départ. Au départ, pas forcément. Et puis, donc, mais ça a créé une prise en main. Et donc, les enseignants, d'eux-mêmes, les équipes, se sont formés à l'outil. Et finalement, ça a été des demandes petit à petit de « Ah bah oui, mais c'est pas assez flexible, le présentiel amélioré. Ah bah oui, mais nous, on aimerait sortir des contenus éditeurs et commencer à créer nos propres parcours. Ah bah oui, mais du coup, maintenant, il y a des élèves qui voudraient autre chose que le présentiel amélioré, qui aimeraient bien avoir une partie intégralement à distance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, ça a été une transition assez naturelle par l'expérience à partir de faire évoluer, comme de la valeur ajoutée, notre formule de base qui est du présentiel. Une alliance n'a pas forcément pour vocation de vendre du cours en ligne. Ce sont des centres culturels, donc les élèves aiment bien le fréquenter. Il y a la médiathèque, il y a le ciné-club, etc. Donc, vous voyez, tout ça s'est fait naturellement et avec la bascule du Covid, bien évidemment. Je ne sais pas si je réponds. Oui, de ce que je comprends, c'est plus un mouvement de, à la base, c'était peu segmentable et ça l'est devenu... Petit à petit avec la prise en main et la dextérité. Après, moi, si je peux intervenir, d'expérience maintenant, après avoir vu toute cette transition, ce qu'on sait qui marche, c'est que déjà, l'intérêt du numérique, c'est aussi d'uniformiser l'offre, l'accès au contenu. Donc, c'est bien d'avoir déjà des parcours tout faits qui sont mis à disposition des formateurs, des enseignants. L'autre chose, c'est que les enseignants, il peut y avoir cette peur de la page blanche. Concevoir, c'est compliqué. Et donc, déjà, il faut qu'ils s'approprient l'outil. Donc, si déjà, au moins, ils ont la boîte à outils, le parcours qui va bien, et qu'ils n'ont plus qu'à se concentrer sur j'anime ma formation, je suis la progression de mes apprenants, et puis je fais mon tutorat, ça enlève pas mal de freins. Donc, j'aurais plutôt tendance à recommander de guider les parcours. Je crois qu'il y a Merci. une question tout au fond. On n'a pas le temps. C'est l'heure. Bon, on peut poser une petite dernière question. Qui voulait poser une question au fond? Allez. Bonjour, Lucie de Télévic Éducation. Merci d'avoir partagé votre retour d'expérience. Et vous avez beaucoup évoqué l'urgence qui s'est accélérée pendant le Covid à digitaliser la partie formation. Et je voulais en fait vous poser une question sur le pendant complémentaire de la formation, donc à savoir sur l'évaluation et les examens. Est-ce que vous avez toujours en fait la vision de continuer sur la digitalisation pour mutualiser les outils que vous utilisez et quels sont potentiellement les freins d'adoption et les qualités que vous recherchez? Je réponds pour les alliances. Alors, nous, l'évaluation, elle est formelle dans le réseau des alliances. Ce sont les certifications de France Éducation Internationale. Donc, on n'a pas forcément la main là-dessus.
Quand un réseau, une alliance, un pays, une gestion centrale, une ambassade ferme et dit il n'y a plus d'examen maintenant, bon, bah, on est contraint de suivre. Alors je sais qu'il y a des réflexions au sein de France Éducation Internationale pour rendre, en l'occurrence, le DELF-DALF entièrement digital, je crois. Il y a d'autres formations, hein, par exemple d'autres évaluations. La Chambre de commerce de Paris, maintenant les DFP, les diplômes de français professionnels sont entièrement en ligne. Donc voilà, tout va dépendre en fait de l'opérateur de la certification. Pour ce qui est de la certification, qui n'est pas formelle, mais de l'évaluation de l'enseignant sur son parcours d'apprentissage, le LMS permet de faire une évaluation justement à partir des outils créateurs. Donc vous voyez, c'est deux choses différentes. En tout cas, pour le formateur. De ton côté, je ne sais pas si... Alors nous, on a des clients plutôt dans le supérieur qui vont faire passer leurs examens en ligne. Ça dépend de la maturité des établissements. Je sais que nous, on a des établissements qui font quasiment que du 100% à distance. Donc là, forcément, c'est logique. Après, ça implique une organisation quand même pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème technique pendant l'évaluation, ce genre de choses. Donc c'est plus en termes d'organisation où ça impose quelques contraintes. Mais techniquement, c'est faisable. Et puis, ça va dépendre aussi du niveau de maturité. On a beaucoup de clients qui continuent à faire beaucoup de formations hybrides. Donc, ça va dépendre aussi de leur mix, de comment ils voient les choses. Merci énormément, Laurent Brice. On les applaudit, s'il vous plaît. Merci. Merci à vous. Merci. Vous pouvez nous retrouver...